Direct Magazine. Direct Magazine. 17h-18h en direct sur Espoir FM. Sur Espoir FM. Direct Magazine. Animé par Ketsia Van Oostende. Bienvenue et ravi de vous retrouver dans Direct Magazine avec un nouvel horaire le jeudi de 17h à 18h, toujours en direct sur Espoir FM. Direct Magazine est en direct aujourd'hui depuis l'accueil de jour La Clé d'Essence à Agen. Il faut savoir que le 6 octobre, c'est la journée internationale pour les personnes âgées et nous allons justement en parler avec nos invités. Stéphane Raillot, le directeur de l'accueil de jour et de Regain Coordination. Bonjour. Bonjour. Et puis également Clarissa Matteo, psychologue à l'accueil de jour. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans les locaux de l'accueil de jour La Clé d'Essence. Stéphane Raillot, merci pour cette émission spéciale. Avec grand plaisir. Et on va parler bien sûr de cette journée nationale des aidants, mais tout d'abord, on va peut-être un peu présenter par exemple Regain Coordination. On l'a déjà fait ici à Espoir FM, mais c'est toujours bien de rappeler aux auditeurs de quoi il s'agit. Donc Regain Coordination est une association qui a été créée en 2000 et qui va fêter ses 20 ans dans 2 mois, dans une année un petit peu particulière, et qui s'est construit en essayant de structurer une réponse pour les personnes de plus de 60 ans dans un premier temps, et par la suite qui a évolué vers les personnes ayant une maladie neuro-évolutive et vers les maladies chroniques. Donc plusieurs services sont venus abonder un petit peu l'association. On peut distinguer en 2 pôles, un pôle, on va dire, coordination, pour justement coordonner l'ensemble des dispositifs du domicile, et un pôle d'accompagnement, avec notamment des solutions d'accompagnement pour les personnes malades et pour les aidants familiaux, dont fait partie l'accueil de jour. Alors parlez-nous maintenant justement de l'accueil de jour où on se trouve actuellement, l'accueil de jour qui porte son nom, qui accueille les personnes la journée. C'est ça ? Tout à fait. Donc l'accueil de jour a ouvert ses portes en 2012 avec une capacité initiale de 25 places par jour qui a un petit peu évolué suite à un projet qu'on a défendu, puisque maintenant l'accueil de jour, La Clé d'Essence, peut accueillir jusqu'à 28 personnes par jour, mais dont 6 personnes en itinérance. Présentez-nous un petit peu l'équipe qui encadre les personnes qui sont justement accueillies ici. Alors, au niveau de l'accueil de jour, on a un temps d'infirmière coordinatrice, un temps infirmier, une psychomotricienne, une psychologue, et on a également des soignants, un médecin coordonnateur et du temps administratif. Alors justement, nous avons avec nous Clarissa Matteo, qui est psychologue à l'accueil de jour. Vous intervenez certains jours, je crois, sur l'accueil de jour. C'est pas forcément tous les jours de la semaine, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je suis à temps partiel. Alors, pouvez-vous décrire aux auditeurs quel est concrètement votre rôle ici à l'accueil de jour ? Alors, j'ai un rôle tout au long de l'accompagnement et de l'accueil des personnes, que ce soit initialement dans les premiers contacts et voilà, la première rencontre qui peut se faire avec mes collègues au secrétariat ou infirmiers. On se déplace également à domicile pour affiner ce premier contact et créer du lien et une relation de confiance. Et à l'issue de cette visite-là, on propose un essai. Donc moi, je suis dans cet accompagnement aussi. Et tout au long après de l'accompagnement sur place, donc en veillant à adapter les propositions d'activité et aussi en ayant une vigilance bien sûr pour les proches aidants. Alors vous le disiez, vous allez chez la personne à son domicile, pour quelles raisons précisément ? C'est pour voir un peu comment est son lieu de vie, comment ça se passe pour elle. Quelle est la raison de cette démarche ? Alors, c'est avant que la personne vienne et soit accueillie à l'accueil de jour. Et effectivement, c'est toujours très intéressant de voir le milieu dans lequel elle évolue. Parce que nous, on les voit dans un cadre particulier, structurel. Et à domicile, voilà, ça nous permet déjà de tisser un lien plus particulier. La confiance s'établit davantage dès lors qu'on est chez elle. Et effectivement, de voir l'environnement, que ce soit familial, et aussi leur maison, enfin, c'est des choses auxquelles ils sont très attachés. Donc voilà, c'est un premier contact qui est souvent vecteur de liens qui se créent et qui favorise aussi l'admission à l'accueil de jour. Quelle est à peu près la moyenne d'âge des personnes qui sont accueillies ici à l'accueil de jour, Stéphane Raillot ? On est autour un peu plus de 80 ans. Oui. 80 ans.
même si, puisqu'on a ouvert donc une journée spécifique pour les personnes de moins de 60 ans, on va dire la moyenne d'âge devrait baisser, mais globalement, on a quand même une population relativement âgée. Oui, on reviendra sur l'accueil du jour des patients plus jeunes, on va dire, entre guillemets, le vendredi. Concernant donc l'accueil des personnes que vous avez tout au long de la semaine, vous avez parlé d'activités. Est-ce qu'on peut un petit peu décrire ces différentes activités qui sont proposées, Clarissa Matteo ? Oui, alors en termes d'activités, c'est très varié et en fonction aussi des personnes qu'on accueille, puisqu'on a une attention particulière sur adapter les propositions. Mais sinon, elles tournent autour de la valorisation des capacités cognitives restantes, donc via des activités de stimulation mémoire, de réminiscence, des activités qui sollicitent aussi les aspects sensoriels, donc autour de la musique, autour du goût, de l'odorat, donc ça peut être autour d'ateliers culinaires et aussi tout ce qui a trait au maintien des actes de la vie quotidienne. Donc ça peut être, je reviens aussi sur les ateliers culinaires, mais aussi nous aider, nous, dans les actes du quotidien, donc plier du linge, essuyer la vaisselle, enfin voilà, c'est essayer de maintenir ces petites choses qui se font moins ou plus à domicile. Et après, voilà, il y a aussi des sorties qui peuvent être proposées. Alors bon, tout ça, c'est dans un cadre habituel. Là, avec le contexte, il y a des choses qui sont évidemment revues ou réduites. Mais voilà, c'est aussi mettre l'accent sur le maintien avec la vie dans la cité, donc s'attacher à sortir, aller au marché, découvrir les expositions il peut y avoir ou aller visiter des choses. Tout ça dans un cadre convivial et ça peut être tant individuel qu'au collectif. Puisque on a aussi, on s'attache à proposer des activités qui peuvent être à plusieurs personnes, mais aussi quand c'est nécessaire ou possible, de l'individuel peut être aussi proposé autour du bien-être. Pour être plus précis sur l'accueil de ces patients, c'est des patients qui ont donc des pathologies. Vous avez décrit tout à l'heure, Stéphane Railo, le terme que je ne saurais pas répéter, je vous l'avoue, mais ce sont des personnes qui sont principalement des personnes malades de Alzheimer, c'est ça ? C'est maladie Alzheimer. Alors, il y a aussi Parkinson, ou quelles sont les pathologies qui sont... Tout à fait. Parmi les pathologies des personnes qu'on accueille, on a la maladie d'Alzheimer ou apparentée, les maladies de Parkinson, oui. Alors, pour les activités, on vient de voir un petit peu le détail, en tout cas dans les grandes lignes. Vous l'avez dit, avec le confinement, ça a été difficile puisqu'il a fallu stopper ces activités et même, je crois, l'accueil de jour, Stéphane Railo. Oui, complètement. On nous a demandé au tout début, dès le mi-mars, de fermer l'accueil de jour, ce qui nous a un petit peu inquiété au départ, puisque c'est vrai que souvent l'accueil de jour est une soupape un petit peu pour les proches aidants, et là du jour au lendemain, c'est quelque chose on n'a pas eu le temps de bien le préparer, où ces personnes finalement n'avaient plus de relais ou de structures pour lesquelles qui leur favorisaient un petit peu ce temps de répit. Donc ça a été fermé 3 mois. Ce qui est quand même relativement significatif dans le cadre de cet accompagnement et dans le cadre des situations singulières de ces familles. 3 mois pour des aidants, c'est énorme, j'imagine, d'avoir cette attente de 3 mois, ne pas pouvoir avoir cette, comme vous le disiez, cette soupape pour un peu souffler. Ça a été compliqué, mais je crois qu'il y a quand même eu peut-être un accompagnement au niveau du standard. Les gens pouvaient éventuellement vous appeler pour des conseils, c'est ça ? Alors on a mis en place justement, donc une grosse partie de l'équipe malheureusement a été en chômage partiel. Mais par contre, voilà, on a maintenu l'agent administratif mobilisé pour justement continuer un petit peu le suivi de ces personnes. Bon, c'était des suivis téléphoniques pour lesquels on a renforcé notamment des actions à destination des aidants, mais par téléphone. On s'est adapté, on a un petit peu adapté l'accompagnement. Mais bien entendu que ça restait insuffisant par rapport aux besoins que pouvaient avoir ces familles. Alors on a aussi proposé à, je crois, 2-3 familles qui avaient l'accueil de jour, la solution de l'hébergement temporaire qui venait leur permettre justement de souffler un petit peu. Parlons aussi, puisqu'on parle d'accueil de patients, il y a aussi un autre lieu, vous l'avez, je crois, un petit peu cité, c'est le château du Saumon, qui permettait aussi d'accueillir, qui lui aussi
a dû fermer ses portes pendant le confinement. Mais présentez-nous ce lieu également, cet accueil. Alors, l'hébergement temporaire, donc, c'est considéré comme un EHPAD pour des séjours de différentes raisons. Donc, on est soit pour permettre à l'aidant d'avoir un séjour de répit, mais c'est également utilisé en sortie d'hospitalisation. Alors, contrairement à l'accueil de jour, il n'a pas fermé pendant le confinement. Justement, le rôle de cette structure a été aussi un petit peu de désengorger les lits des établissements de santé. Et il y a eu une activité relativement significative dans un contexte un petit peu particulier. L'avantage de l'hébergement temporaire, c'est qu'on peut effectuer des séjours plus ou moins réguliers, dans la limite de 90 jours par an. Donc il y a des familles qui s'en saisissent de manière régulière, qui vont nous confier un proche une semaine par mois, ou on a qui vont venir faire un séjour de 3 mois consécutifs. On a un petit peu de tout. Et c'est vraiment un dispositif qui s'inscrit dans la politique du maintien à domicile. Et c'est vrai que ça permet justement d'avoir un temps de répit plus significatif parfois que l'accueil de jour. Certes peut-être moins régulier, mais qui est une autre solution. Et c'est pour ça que ça a été une volonté de notre part de rajouter un petit peu ce maillon à la chaîne de l'accompagnement qu'on proposait pour permettre à certaines familles de pouvoir prolonger le répit. Combien de personnes peuvent être accueillies au Château du Saumon ? 25. 25, pareil 25, que oui, voilà. à peu près ici à l'accueil du jour, à l'accueil des Sens. Tout à fait. Alors parlons des aidants, puisque le 6 octobre, je le disais, c'est la journée nationale des aidants. Parlons des aidants. Pendant le confinement, vous avez mis en place donc une ligne d'écoute. Quel a été un peu si vous faisiez un petit peu la synthèse de cette période, ce qui revenait le plus souvent concernant les aidants quand ils vous contactaient? Est-ce qu'il y a des choses particulières, des réactions, des questionnements, des choses précises qui revenaient assez régulièrement, Stéphane Railo ou Clarissa Matteo? Alors, ce qui pouvait parfois revenir, c'est effectivement la gestion des comportements du proche, puisqu'il y avait une incompréhension parfois de certains sur le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne plus pouvoir venir à l'accueil de jour, ou même d'avoir ses activités habituelles, d'aller se promener, d'aller marcher, d'aller faire ses courses. Enfin, voilà, il y avait quand même une restriction qui était aussi apportée vu le public et leur âge. Donc les aidants étaient source souvent de questions, avaient souvent des questionnements autour de faire comprendre à leurs proches ce confinement. Donc il y avait beaucoup de questions sur la gestion du comportement vis-à-vis de ça. Et oui, parce que du coup, les personnes malades ne pouvaient pas sortir de leur domicile. Et ça pouvait être compliqué pour elles de le vivre et même de le comprendre tout simplement. Tout à fait. Voilà. Et pour les aidants, c'est pas forcément facile. Et ça se rajoutait certainement à la situation, même pour eux, parce qu'il y avait tout un protocole qui commençait à se mettre en place aussi pour venir près des proches. Est-ce qu'on peut définir le rôle d'un aidant? Un aidant, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire précisément Alors, un aidant, il y a les aidants professionnels qu'on peut se considérer comme tels, mais il y a les aidants après, les proches aidants, donc qui ne sont pas affiliés à des professionnels ou à du soin et qui accompagnent une personne de leur entourage, qui soit familiale ou aussi amicale. Enfin voilà, ça peut aussi être des personnes qui accompagnent des amis ou des voisins et dont leur rôle est d'être dans une aide qui soit quotidienne, soit ponctuelle, mais voilà, c'est apporter l'aide à un proche de son entourage. Et selon les chiffres que j'ai récupérés sur Internet de sources de la DREES, eh bien, il semblerait que plus de 8,3 millions de personnes en France accompagnent un proche malade ou en situation de handicap ou de dépendance. C'est un chiffre impressionnant au final. Hein. Oui. Stéphane Railo, vous vouliez aussi rajouter quelque chose? Oui, sur le terme des aidants, souvent, alors même si maintenant on l'entend moins, on parlait d'aidants naturels. Et c'est vrai que c'est là où on est vigilant et c'est là où notre rôle est important. C'est que pour moi, il n'y a rien de moins naturel que se retrouver du jour au lendemain à s'occuper d'une personne malade 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ces familles-là ont besoin d'un accompagnement. Elles ont besoin d'être aidées. Et paradoxalement, il existe beaucoup de choses pour les aidants familiaux, mais il y a beaucoup de familles qui ne s'en saisissent pas. Alors,
C'est peut-être par manque d'information, mais parfois également il y a ce sentiment pour certains de culpabilité. On est sur des générations qui ne sont pas habituées à demander de l'aide, et souvent, c'est un constat qu'on fait et qu'on regrette un petit peu, c'est que lorsque les personnes nous sollicitent, eh bien, ils ont déjà la tête un petit peu sous l'eau, et c'est parfois un petit peu tardif. Donc c'est important, dès lors qu'on commence à accompagner une personne, un aidant doit être aussi accompagné pour qu'il accompagne dans les meilleures conditions possibles son proche. Alors justement, puisque nous avons une psychologue avec nous, quels conseils vous donneriez à des personnes qui justement sont des personnes des aidants, et qu'est-ce on va dire dans les grandes lignes, parce que c'est toujours un peu compliqué, il faut s'adapter en fonction du proche qui est malade, sa maladie, sa pathologie, et son traitement, mais quelles sont les choses, on va dire, à ne pas faire et éventuellement à faire? Est-ce que c'est possible de décrire un tout petit peu, Clarissa Mathéo? Alors, à faire, je pense que ce qui est essentiel, c'est de se faire aider, et ça, c'est pas inné. Et voilà, il y a un gros travail d'acceptation de l'aide d'un tiers, parce que voilà, ça, c'est, comme on disait, c'est souvent c'est des aidants désignés, de fait, parce que c'est leur proche qui est malade, mais comme disait M. Railo, ça n'a rien de naturel, c'est quelque chose qui s'impose un peu à soi, et il est nécessaire et indispensable de se faire aider, et ce qui n'apparaît pas naturel aussi pour les aidants, c'est d'accepter cette aide-là, parce que eux, ils sont omnubilés par le besoin de leurs proches et pas le leur, et nous, on est là pour leur dire, mais voilà, il faut prendre soin de vous aussi pour justement continuer à accompagner au mieux votre proche, et voilà, essayer de leur faire accepter que eux aussi ont besoin d'aide pour accompagner au mieux et dans la durée leurs proches. Oui, les aidants ont aussi besoin d'être aidés au final. Oui, complètement. Pour pouvoir continuer sur la durée, pour pouvoir accompagner leurs proches le plus loin possible. C'est ça, Stéphane Railo? Oui, et souvent on le voit sur certaines situations qui sont fragiles. Souvent on a l'aidant qui craque avant l'aider. Et là on se retrouve avec des situations de crise difficiles à accompagner. C'est pour ça qu'on essaye, nous, à travers nos messages qu'on peut avoir à tous les niveaux, d'essayer de sensibiliser les aidants à se faire accompagner le plus tôt possible. Concernant le profil, entre guillemets, des aidants, si on peut parler de profil, je m'entends, c'est surtout par rapport au fait, est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes? Est-ce que vous avez une idée de la proportion? Plus de femmes. Il y a plus de femmes? Oui, surtout l'épouse, la fille ou la belle-fille. Oui. Dans le profil de l'aidant. Et comment on explique ça? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Je ne sais pas, en tant que psychologue, Clarissa Mathéo. Là, on va après sur des théories systémiques et de position dans la famille, et aussi plus largement de l'homme et la femme, et la position que peut avoir la femme dans les actes d'aide. Faut savoir qu'avec la perte d'autonomie, souvent ce qui est aussi nécessaire, c'est de subvenir aux besoins fondamentaux, donc que ce soit l'alimentaire, le soin aussi d'hygiène, et bien souvent les femmes dans l'histoire sont un peu plus à l'aise avec cet accompagnement-là. Ça tend malgré tout à évoluer, mais ce qui peut expliquer la différenciation des sexes, ça peut s'inscrire dans cette dynamique-là. Mais il y a aussi quand même, il faut le dire, des hommes, heureusement, qui sont aussi des aidants. Il faut aussi penser à eux. Concernant aussi cet accompagnement de proches malades pour les aidants, c'est vrai que c'est important de savoir qu'ils peuvent s'appuyer et se faire accompagner par des structures comme la vôtre. Il y a d'autres associations, d'autres institutions, bien évidemment. Mais il y a aussi il y a l'aide, on dira l'aide psychologique aussi, mais il y a l'aide financière, parce que vous en avez un petit peu parlé, c'est pas forcément évident, selon les ressources de la personne malade. Est-ce que la personne qui l'accompagne va se dire mais comment je vais faire? Il faut que je prévoie ses courses, il faut que je prévoie ses rendez-vous, il faut régler. Ça aussi c'est compliqué à gérer. Donc comment ça se passe à ce niveau-là? Il y a aussi des aides pour les aidants financièrement? Est-ce que ça existe? Alors il y a des aides, on va dire, qui sont plus au niveau de l'aider. Globalement, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la personne, il peut ouvrir droit notamment des aides du département, ce qu'on appelle l'allocation personnalisée à l'autonomie, qui va financer
des aides pour la personne. L'aidant va en bénéficier indirectement, si vous voulez. Ensuite, il y a une loi en cours pour les aidants familiaux qui devrait sortir prochainement avec la mise en place d'un congé spécifique pour les aidants. Donc on entend plus en détail, on va dire, les tenants et les aboutissants de cette loi, mais on peut distinguer deux catégories d'aidants familiaux, si je peux me permettre. On a souvent les aidants familiaux qui ont, on va dire, qui sont à la retraite depuis une certaine période, et on a aussi les aidants familiaux qui sont en activité professionnelle, pour lesquels justement la conséquence n'est pas la même. Parce que ça peut aller justement jusqu'à une diminution, voire une mise en retrait par rapport à la situation professionnelle. Et donc ça, c'est quelque chose de spécifique. Et là, par rapport à ça, j'espère que la loi répondra aux spécificités de ces deux types de populations. Et oui, c'est vrai que c'est pas forcément c'est pas la même chose, même que l'on soit en activité ou que l'on soit à la retraite, le temps n'est pas le même, la disponibilité n'est pas la même, peut-être sur le plan financier aussi, parce que la personne qui est aidant, qui a une toute petite retraite, fait face à elle aussi à des problématiques du côté du financement et puis de l'argent au quotidien. Clarissa, Mathéo, vous souhaitiez rajouter autre chose ? Oui, il y a beaucoup de dispositifs, d'associations et d'aides, après qu'elles soient financières ou autres, qui existent. Il en ressort malgré tout un manque globalement pour si on voudrait un maintien à domicile jusqu'au bout. Souvent ce que les gens perçoivent ou retiennent, c'est que les aides demeurent insuffisantes pour pallier une journée de 24 heures et accompagner son proche. Voilà. On va marquer une pause musicale. On va écouter Soprano avec justement ce titre « Nos héros du quotidien ». Parce qu'on peut dire que, vous serez sûrement d'accord avec moi, que les aidants sont aussi des héros au quotidien pour l'accompagnement de ces patients, de ces proches malades. C'est pas toujours facile pour eux. On n'en parle pas suffisamment, peut-être aussi. Et c'est important. Et grâce à cette journée nationale des aidants, j'aurais tendance à dire il est temps de parler de ces aidants. On écoute donc Soprano, nos héros du quotidien sur Espoir FM, et on se retrouve dans quelques minutes dans Direct Magazine. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie, sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir, combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue, jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire, et l'espoir fleurit à tous ces héros. Malgré eux, je voulais leur dire merci. On ne se connaît pas, mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups, et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, la flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une
seulement besoin de voir mon héros et de lui dire merci. Ces mots vous sont adressés, peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie, croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir fleurit à tous ces héros. Malgré eux, je voulais leur dire merci. La 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 la, voulez-vous me remercier? La 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 la, voulez-vous me remercier? La 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 la, voulez-vous me remercier? La 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 la. Nos héros du quotidien, à l'instant, c'était Soprano et nous parlons des aidants qui sont aussi des héros du quotidien à l'occasion de la Journée nationale des aidants qui est fixée au 6 octobre. Nous sommes toujours dans Direct Magazine sur Espoir FM et nous sommes justement installés dans les locaux de l'accueil de jour La Clé d'Essence qui se situe à Agen, avec nos invités Stéphane Railo, le directeur de l'accueil de jour et de Regain Coordination, et Clarissa Matteo, psychologue à l'accueil de jour. Alors nous étions en train de parler des aidants, justement. Il y a plusieurs aidants, justement les aidants qui sont, on va dire, à la retraite, qui peuvent accompagner, on va dire, plus facilement leurs proches, et puis les aidants qui sont un peu plus jeunes, c'est-à-dire qui sont encore en activité, ce qui n'est pas forcément facile pour eux, justement, d'accompagner leurs proches. Alors, parlons un peu plus, justement de cet accueil de jour des patients jeunes, puisque vous proposez depuis plusieurs mois, alors malheureusement, il y a eu une interruption pendant la période du confinement, Stéphane Railo, mais je crois savoir que vous accueillez juste ces jeunes aidants, comme vous les appelez, une fois par semaine, c'est ça, l'accueil de jour ici à Agen ? Oui, tout à fait. Donc ça faisait plusieurs années qu'on souhaitait démarrer cette activité parce que dans le cadre de l'accueil de jour, nous avons constaté que certains patients, notamment ceux qui avaient moins de 60 ans et qui venaient visiter l'accueil de jour, n'étaient pas prêts à franchir le cap de la structure pour différentes raisons. Déjà par rapport aux problèmes générationnels, avec des personnes qui avaient un âge plus important que le leur, et également aussi des fois l'effet miroir, entre guillemets, pour les personnes qui pouvaient justement voir l'évolution de la maladie sur d'autres personnes. Donc ce qui avait été dans un premier temps envisagé, c'était de créer, on va dire, ce qu'on appelle des ateliers passerelles, permettre donc à ces personnes de pouvoir être accueillies en attendant qu'ils soient prêts à intégrer la structure. Et finalement, nous avons opté, par l'intermédiaire d'une opportunité qu'on a eue, de créer une journée spécifique pour les patients jeunes pour répondre à leur spécificité dans l'accompagnement, parce que c'est vrai que lorsqu'on est sur de l'accompagnement collectif, il est parfois difficile d'arriver à satisfaire quelqu'un de 85 ans et de quelqu'un de 55 ans, arriver à fédérer autour d'une activité commune. Parfois, ça a certaines limites. Et donc là, voilà, c'était l'opportunité. Donc tous les vendredis, maintenant, l'accueil de jour est ouvert pour les patients les plus jeunes. Alors, qu'est-ce qui est proposé durant cette journée, justement Alors, on est un petit peu sur le même format. L'avantage, c'est qu'on est sur un groupe beaucoup plus restreint, puisque c'est limité à 6 personnes, là où on peut être 22 sur les autres jours. Donc, c'est quand même quelque chose de plus convivial, approprié à la spécificité de la population. Et on est sur les actes de la vie quotidienne, on va être sur des sorties, on va être sur des activités parfois similaires, mais aussi complémentaires que ce qu'on peut proposer les autres jours. Pour participer à cet accueil, j'imagine qu'il est conseillé de s'inscrire. En plus, avec la période que nous vivons en ce moment, c'est préférable, c'est même obligatoire de s'inscrire à l'avance. Et de ce côté-là, vous avez beaucoup de personnes qui s'inscrivent. Alors, on a depuis la fin du confinement, on a eu beaucoup de contacts. Donc, on va dire, il y a certaines personnes qui fréquentaient l'accueil de jour avant qui ne le fréquentent plus, mais par contre, on a eu beaucoup de contacts. Là, récemment, j'ai rencontré l'ensemble des psychologues du centre hospitalier d'Agen
pour essayer de promouvoir cet accueil spécifique, parce que nous sommes les seuls en Lot-et-Garonne, et je pense que nous ne devons pas être beaucoup en Nouvelle-Aquitaine à proposer de l'accueil spécifique pour les patients jeunes. L'objectif, c'est d'arriver à ce que ça puisse être un réflexe chez certains praticiens, et notamment les neurologues qui voient des patients relativement jeunes. Concernant l'accueil des patients ici à l'accueil de jour La Clé d'Essence, tout le protocole sanitaire a été mis en place. C'est pour assurer les auditeurs qui auraient tendance à s'inquiéter aussi par rapport à aussi pour leurs proches, mais pour eux-mêmes s'ils viennent ici. Tout est prévu. Tout est prévu, prise de température à l'arrivée de la personne ou au moment du transport, lorsque l'équipe va chercher les personnes à leur domicile, des tenues professionnelles, du gel hydroalcoolique, le port du masque, tout a été organisé en respectant les protocoles nationaux. Alors l'accueil de jour, La Clé d'Essence, on l'a dit, est là pour aider justement les aidants et leur permettre en tout cas de souffler un petit peu par rapport à l'accompagnement qu'ils font près de proches malades. Mais il y a également une plateforme qui existe. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette ou ces plateformes qui sont mises à la disposition? Je crois c'est grâce à Regain Coordination également. Alors la première qui a été créée en 2013, donc celle qui est portée par Regain, donc la plateforme d'accompagnement de répit, s'appelle Carpe Diem. Donc l'objectif initial, c'était de partir du principe que l'accueil de jour ne suffisait pas pour accompagner les aidants familiaux qui avaient besoin de répit. Et l'objectif de cette plateforme, ça a été de mettre en place de nombreuses actions de manière à ouvrir le maximum de portes pour que les aidants acceptent de se faire accompagner. Donc il y a eu un axe bien-être qui a été développé. Donc cette plateforme couvrait, donc, je le mets volontairement au passé parce que ça a évolué, donc l'Agenais et l'Albret, donc vraiment le sud du département. Et là, depuis le début de l'année, donc il y a une deuxième plateforme de répit qui a été créée sur le département, qui s'appelle Interlude, qui est portée par la maison d'accueil temporaire de Sèche. Et nous avons travaillé de concert pour se répartir du coup le territoire maintenant, puisque nous allons aussi intervenir sur le Villeneuvois, donc la moitié du Villeneuvois, et surtout dans un souci d'arriver à harmoniser un petit peu nos pratiques, parce que nous allons partager à la fois l'accueil téléphonique, nous allons partager les outils de communication. Donc on est vraiment dans un souci de structure complémentaire avec une réponse territoriale. Et comment ça se passe alors concrètement pour les personnes qui souhaiteraient contacter l'une de ces deux plateformes? Il y a un numéro de téléphone, comment ça se passe? Oui, donc il y a un numéro de téléphone qui est le 05 53 68 43 13, 05 53 68 43 13. En fonction du territoire, donc il y aura une réponse soit de la part d'Interlude, soit de Carpe Diem, et en fonction du besoin de la personne, différentes actions peuvent lui être proposées, soit sur des actions culturelles, soit ce qu'on appelle des moments de partage, où on peut avoir aussi des séances de sophrologie, de relaxation. Ces activités qui sont proposées, c'est vrai que je n'ai pas posé la question tout à l'heure, je me tourne vers Clarissa Matteo, ce sont des activités qui sont proposées aux patients, les personnes qui viennent ici à l'accueil du jour, mais est-ce qu'il y a des activités qui sont proposées avec aussi l'aidant, c'est-à-dire proposer que, alors même si au départ l'idée c'est de soulager l'aidant bien évidemment et lui permettre d'avoir une journée ou quelques journées de répit, mais est-ce qu'il peut aussi y avoir quelques activités où l'aidant et le patient se retrouvent? Alors, pour ce qui est de l'accueil de jour, vraiment, c'est dédié aux aidés, aux personnes aidées. Par contre, la plateforme de répit a vocation à proposer des actions aux aidants, mais aussi aux couples aidants-aidés. Et donc là, effectivement, il y a des choses qui peuvent être partagées, notamment les sorties. Il y a déjà eu un séjour aussi vacances qui a été organisé où aidants et aidés ont pu partir quelques jours. Donc voilà, c'est vrai que l'accueil de jour, des fois aussi, peut organiser des manifestations autour de la fête de l'été ou de Noël où les aidants sont conviés à partager ce temps avec leurs proches. Mais c'est vrai que l'accueil de jour s'oriente davantage pour les aidés et la plateforme de répit est un dispositif pour les aidants mais qui peut coupler le proche dans ses actions. Mais vous, en tant que psychologue, est-ce qu'il vous arrive quand même d'accueillir ici des aidants qui ont besoin d'avoir un entretien, d'un soutien, d'un accompagnement? Oui,
c'est indissociable d'ailleurs. L'aidant est majeur dans l'accompagnement que nous on apporte à son proche. Donc je peux être amenée à les rencontrer déjà à domicile lors de la prévisite qui intervient avant l'admission du proche à l'accueil de jour. Souvent l'aidant est présent et ensuite à l'accueil de jour sous forme d'entretien pour assurer soit un soutien qui soit ponctuel ou des fois un peu plus récurrent selon le besoin, des fois de l'information aussi par rapport à la maladie, ces manifestations qui souvent questionnent. Donc je peux avoir un rôle à ce niveau-là. Et quel est un peu le retour que vous avez ou la synthèse que vous pourriez faire là sur cette période depuis qu'il y a eu le confinement, justement aussi, vous avez peut-être participé à l'appel lorsque les personnes appelaient, vous étiez peut-être au téléphone, je ne sais pas, mais quand vous recevez des personnes aujourd'hui, quels sont aussi leurs questionnements le plus souvent ou leurs inquiétudes? Alors, ce qui est vrai, c'est que le confinement a pu, chez certains, faire émerger un besoin d'accompagnement et d'aide. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu des nouveaux contacts aussi. Voilà, pour cette partie de personnes, le confinement a mis en exergue un peu les comportements, la maladie, qui parfois était un peu niée avec le quotidien et la vie qui suivait son cours. Là, le fait d'être en vase clos, pour certains, vraiment, il y a eu une réelle prise de conscience de la maladie et donc du besoin d'être aidé et donc de solliciter l'accueil de jour. Pour d'autres, il y a un cheminement qui se fait aussi vers, pourquoi pas, une démarche plus permanente et une entrée en institution. Donc, ça peut... vraiment, le soutien, il est varié et dépendant de chaque situation. Et oui, ça s'adapte en fonction de chaque individu, et chaque individu est différent, bien évidemment. Et les aidants, sont aussi différents. C'est vrai qu'il y a les profils de conjoints, d'enfants, et c'est pas aussi la même approche selon le profil de l'aidant. Justement, concernant l'accueil de jour, ici, la clé d'essence, Stéphane Railo, vous avez remarqué aussi un changement dans le sens où il y a peut-être déjà des personnes qui ne souhaitent plus venir par peur, du coup, ça crée un flux qui bouge au niveau des personnes que vous accueillez. C'est arrivé que des personnes aient peur de venir en raison de la situation, même si vous avez mis en place tout le protocole sanitaire? Alors, l'accueil de jour, il y a toujours des flux importants et on l'a constaté l'année précédente déjà, où ça a été l'année où on a eu le plus de contacts, le plus d'admissions, mais en parallèle, c'est là où il y a eu le plus de départs, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui témoigne aussi un petit peu de la fragilité de certaines situations. Là, à l'issue du confinement et dans cette période, c'est vrai que souvent, nous, les personnes sont considérées pour certaines comme des personnes à risque. Donc les familles ont souhaité, malgré toutes les mesures qu'on pouvait prendre, rester prudentes et pour le moment suspendre l'accueil. Oui. Donc ça crée un flux, c'est ce qui veut dire qu'au final, aujourd'hui, est-ce que les auditeurs pourraient se poser la question, est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui à l'accueil de jour? Oui, actuellement, il y a de la place. Que ce soit sur l'accueil de jour, j'aurais tendance à dire classique, ou l'accueil de jour spécifique pour les patients jeunes, sachant également, pour le moment on ne l'avait pas abordé, mais qu'on a également démarré il y a maintenant 1 an l'accueil de jour itinérant qui nous permet de répondre du coup à un besoin rural, un besoin de proximité avec un accueil sur les communes de Nérac et de Feugarolles. Donc ça a repris également Oui, tout à fait. Donc concrètement, ça veut dire quoi, là, accueil de jour itinérant? Expliquez-nous. Donc on a dédié une équipe qui intervient donc dans des lieux spécifiques, un sur les pattes de Nérac, un sur les pattes de Feugarolles. Et l'objectif, c'était de réduire autant que possible les temps de transport pour les personnes, parce qu'on sait également que ça peut perturber les personnes malades, ces temps de transport, et d'être au plus proche de la population. Voilà, c'était des zones blanches qu'on avait identifiées, et donc on a mis en place un partenariat avec ces établissements de manière à pouvoir bénéficier de leurs locaux pour accueillir les personnes.
Pour accueillir ces personnes, comment ça se passe ? Est-ce qu'elles peuvent venir, je dirais, d'elles-mêmes vous rencontrer ou vous contacter, ou est-ce qu'elles doivent passer par, je ne sais pas, leur médecin, par un spécialiste ou par une autre structure ? Comment ça se passe ? Alors, ils peuvent nous contacter directement, bien entendu. L'essentiel est surtout dans un contexte sanitaire comme celui que nous traversons, l'idéal c'est de prendre contact par téléphone, de manière justement à programmer une visite des locaux quand c'est possible sur un moment où il y a le moins de personnes. Mais on a beaucoup d'orientation de la part des professionnels de santé, oui. Parlons un peu plus de l'équipe. Alors, vous avez cité un petit peu l'équipe qui encadre justement les personnes ici, mais il faut bien préciser aux auditeurs que l'équipe qui accueille les patients, ce sont des professionnels qui ont donc une formation en ce qui concerne l'accueil de personnes qui ont des pathologies bien particulières. Clarissa Matteo. Oui, tout à fait. Alors, au niveau de l'équipe, il y a un aide-soignant et ensuite des aides médico-psychologiques, donc avec une approche vraiment adaptée sur l'accompagnement des personnes âgées et présentant des maladies neuroévolutives. Et on est tous également formés à l'approche Carpe Diem, et qui nous permet aussi d'avoir un regard particulier sur la maladie et une approche différente et spécialisée dans l'accompagnement. Et c'est quoi précisément justement cette... Alors c'est une philosophie en fait d'approche qui permet de voir la personne à travers ce qu'elle est, non pas ce qu'elle a. On ne parle pas de perte, mais de la personne. Et c'est ne pas nier la maladie pour autant, mais mettre la personne au centre de son accompagnement. Bien souvent, c'est vrai qu'on voit les gens qu'à travers la maladie d'Alzheimer, les pertes de mémoire, et l'approche Carpe Diem, c'est vraiment une vision différente de la maladie et qui permet de recentrer la personne dans l'accompagnement. Et ça, c'est très important, j'imagine, que ce soit pour la personne qui est malade, l'aider, mais aussi l'aidant, de savoir qu'il y a aussi cette approche qui est une approche très humaine et qui met la personne humaine justement au centre. Oui. Voilà, ça c'est très important. Que diriez-vous en tant que psychologue à des personnes qui sont justement dans des situations, ils sont aidants et ils n'en peuvent plus, ils sont à la limite de l'épuisement. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? J'imagine que leur souhait, c'est d'accompagner leurs proches le plus longtemps possible. Donc, la nécessité d'accompagner ces personnes-là, pour elles, c'est d'être aidées. On parle d'aide aux aidants. Vraiment, nous, dans notre jargon, c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en avant. Donc, c'est, si vous souhaitez accompagner votre proche dans les meilleures conditions et le plus longtemps possible, il faut reconnaître que des fois, il y a besoin d'être aidé en retour. Pour que votre accompagnement soit le plus pérenne, le plus adapté aussi, parce qu'on peut après, face à l'épuisement, on n'a pas forcément les meilleures réactions. Donc il est nécessaire de vous faire aider, quelle que soit l'aide. De toute façon, ça peut être aussi en parler à son médecin traitant, aller auprès d'associations, se faire aider sur le plan administratif, social, et après solliciter aussi des structures de répit comme les accueils de jour et les plateformes. Oui, il ne faut surtout pas culpabiliser si on demande de l'aide. Bien au contraire, c'est important. Et je crois qu'il faut vraiment le rappeler le plus souvent possible aux familles, aux aidants, de leur dire, voilà, il existe des structures. Reposez-vous sur ces structures pour aussi souffler et pas attendre la dernière minute qui peut être plus important, plus grave même à la limite, pour aussi bien l'aidant que l'aider. Oui, Stéphane Railo, vous souhaitez rajouter ? Oui, il est important pour moi que les personnes soient vigilantes, rester dans un statut d'aidant et pas devenir des soignants. On l'a souvent sur certaines situations où justement, alors pour des raisons de culpabilité, pour justement ne pas vouloir demander d'aide, il y en a qui franchissent le cap et qui deviennent des soignants, et c'est là où les situations sont encore plus fragiles. On va donner les coordonnées justement de l'accueil de jour pour les auditeurs qui souhaiteraient vous contacter. Stéphane Railo. Alors, l'accueil de jour à la Clé d'Essence se situe à Agen, au bord du canal, pas loin des pompiers. Et vous pouvez nous joindre au 05 53 68 43 10. 05 53 68 43 10. Et la structure est ouverte du lundi au vendredi, donc de 9h à 17h. Et on peut préciser où se situe l'accueil de jour à Agen ? On est derrière maintenant la nouvelle école d'infirmiers, à côté des pompiers, sur le site de la maison de retraite de Pompéry. Oui, avec un très beau cadre.
puisque quand on arrive à l'accueil de jour, on a l'impression d'être un tout petit peu à la campagne, puisqu'il y a un très beau jardin, il y a un parc qui, j'imagine, permet justement aux personnes accueillies, quand il fait beau, d'être un petit peu à l'extérieur pour certaines activités. Tout à fait. Très bien. Est-ce que vous souhaitiez rajouter une dernière chose avant de terminer cette émission sur l'accueil de jour, sur l'accompagnement des aidants, Clarissa Matteo? Vraiment, il est important de ne pas rester isolé. Voilà, la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées sont des maladies qui isolent, qui sont invisibles, mais malgré tout, qui progressivement enferment l'aidant et l'aidé. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact avec des professionnels, à vous faire accompagner et aider, et à essayer de lever un peu la culpabilité qui est bien souvent omniprésente dans ces maladies-là. Stéphane Railo, vous souhaitiez rajouter une dernière chose ? Oui, donc déjà, dans un premier temps, je ne peux qu'adhérer aux propos de Clarissa. N'hésitez pas à vous faire aider. Et la deuxième chose, alors paradoxalement, nous n'avons pas organisé d'action dans le cadre de la journée des aidants, tout simplement parce que pour nous la journée des aidants c'est du coup une opportunité pour valoriser tout ce qu'on fait tout au long de l'année. Donc on intervient tout au long de l'année pour les aidants, et donc à ce stade-là je souhaitais remercier Espoir FM de nous permettre justement de mettre en avant toutes les actions à destination de ce public. Oui, il faut vraiment penser à ces aidants et faire passer un peu cette notion des aidants de l'invisibilité à la reconnaissance, parce qu'ils ont un rôle essentiel, mais il faut aussi prendre soin d'eux et qu'ils prennent soin d'eux, et c'est un peu le rôle justement de l'accueil de jour ici à la Clé d'Essence, et aussi le Château du Saumon et tous les services qui sont proposés par Regain Coordination. Nous allons arriver à la fin de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans les locaux de l'accueil de jour La Clé d'Essence à Agen. Nous aurons certainement l'occasion de continuer à parler de vos actions, de votre accompagnement concernant les personnes malades, mais aussi les aidants. Alors, je rappelle que, bien sûr, vous retrouverez, chers auditeurs, cette émission en podcast très prochainement, la semaine prochaine, sur Espoir FM. Merci donc à Stéphane Railo, directeur de l'accueil de jour et de Regain Coordination, et merci à Clarissa Matteo, psychologue à l'accueil de jour. Merci également à Florent pour la partie technique. Et notez aussi que l'émission sera rediffusée ce vendredi sur Espoir FM à 13h et également ce week-end. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Direct Magazine sur Espoir FM. Je ne vous donne pas le thème, ça sera la surprise. Dans quelques minutes, la suite des programmes sur Espoir FM. Merci donc à nos invités et puis bonne continuation à chacun. Merci à vous. Merci à vous. C'était Direct Magazine sur Espoir FM, Direct Magazine, animé par Ketsia Van Oostende. Retrouvez l'émission dès la semaine prochaine en podcast sur le site de la radio www.espoirfm.com, rubrique podcast.